sur la guerre en Ukraine. Je pense que le mot d'ordre, ça va être transparence. On va commencer déjà par le déclenchement de la guerre en février 2022, le 24 février. On se rappelle donc de ce qui s'est passé. À ce moment-là, les Russes qui commencent à masser des troupes près de leurs frontières. Et voilà, donc tous les pays, tous les médias, etc., les hommes politiques, qui parlent de ce mouvement de troupes russes, cette accumulation à la frontière proche de l'Ukraine. Et ce que je voulais dire, c'est que les Américains ne sont pas les derniers à arnaquer les gens, à leur mentir. D'ailleurs, on se souvient de la fameuse fiole d'anthrax qui avait tant fait jaser par le passé. Mais pour une fois, les Américains ont joué dans le camp de la vérité. Et quand ils ont dit que les Russes allaient attaquer l'Ukraine, que les troupes qui massaient la frontière n'avaient pas que pour but de s'entraîner et de faire peur, mais bien d'entrer par leur force, eh bien ils avaient raison. Donc on va rendre à César ce qui est à César. Les Américains ont souvent menti et trahi, mais pour une fois ils ont dit la vérité, donc on va leur rendre ce qu'ils méritent. Et je me souviens très bien à l'époque, hein, c'était l'élection présidentielle en France, et on se souvient de beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques qui nous disaient que non, que les Russes faisaient ça voilà, pour montrer qu'ils étaient forts, pour un tout autre dessein, voilà, qu'ils n'attaqueraient pas, que c'était du bluff, que c'était n'importe quoi, que les Américains en rajoutaient, que la CIA était alarmiste, etc. Eh bien, force est de constater que tous ces gens ont eu tort, ils se sont trompés, et aujourd'hui, nous en payons encore les conséquences. Donc, pour faire un rapide débrief de ce qui a pu se passer, hein, on se souvient voilà, des troupes qui, du jour au lendemain, sont rentrées en Ukraine, avec un Poutine qui nous a sorti son discours sur l'opération militaire spéciale, hein, pour ne pas dire guerre, bien évidemment. Ce serait dommage d'utiliser des termes comme cela en Russie. Et donc voilà, une armée russe qui a très vite avancé. Ils étaient partis pour prendre l'Ukraine rapidement. Alors on a eu cette histoire des 3 jours. Bon, propos rapportés, on ne sait pas trop. Où est la vérité là-dedans? Moi je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Russie était partie pour prendre rapidement l'Ukraine, hein. Il y avait un mouvement de troupes rapide côté biélorusse et même côté russe sur toute la ligne, toute la frontière avec l'Ukraine. Donc ça voulait avancer très vite, hein, ça voulait vraiment fondre sur l'Ukraine et surtout sur la capitale. Alors, on se rappelle de cette colonne de chars qui avait été bloquée, de ces troupes russes héliportées, les forces spéciales russes qui avaient essayé de prendre le contrôle des aéroports, etc., pour faire des points aériens et pour pouvoir acheminer des troupes, du matériel et vraiment prendre le contrôle des zones et faire tomber le gouvernement, hein. Le but c'était vraiment une guerre éclair, un blitzkrieg. On fonce vers la capitale, on fait tomber la capitale, on fait tomber le gouvernement. Et voilà quoi, on peut laisser c'est peser, c'est une Crimée 2.0. Alors malheureusement ça s'est pas passé comme ça, hein. On peut quand même le saluer, il y a eu de la résistance côté ukrainien. Ils ont bien tenu, ils ont été à la hauteur, ils ont repoussé les assauts, ils ont pas été lâches, ils ont pas abandonné le terrain, ils se sont battus. Et c'est pour ça que sûrement ils ne sont pas tombés. Donc ensuite, suite à ça, on a eu poursuite des combats. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on est allé assez vite en Europe? C'est une bonne question. C'est vrai qu'au début, on avait, comme évoqué, un peu partout, ces fameuses lignes rouges. Au début, concrètement, on envoyait quoi? Des casques, un peu de matériel, un petit gilet pare-balles. C'est sympa quoi, c'était vraiment pour faire chaud, hein, comme on dit. C'est, je veux dire, ça fait toujours plaisir quand on est en guerre d'avoir une aide aussi mec soit-elle. Je veux dire, on crache pas sur des casques, sur de la protection, de la nourriture, etc. Mais bon, c'est vraiment très faible. Et c'est vrai que
on a toujours eu peut-être un peu cette difficulté en Europe, en Occident, à vraiment y aller fort, quoi. On a vraiment un peu cette résistance à la guerre, peut-être à cause des deux guerres mondiales, où on y va vraiment par palier. Mais après, ça monte quand même, ça finit quand même par monter, mais ça prend son temps. Alors ça a été, voilà, ouais, on envoie juste des casques, attention, faut pas trop énerver la Russie. Puis après, on s'est dit, voilà, on a commencé à envoyer des munitions, etc., des missiles, etc. Mais on s'est dit, non, il faut l'hybrider, faut juste attaquer en Ukraine, on cible pas les positions en Russie, etc. Après, ça a été pareil, voilà, pour les tanks, les chars, etc. Non, faut pas les envoyer. Puis finalement, on en a envoyé, pareil pour les avions. Au début, c'était impensable. Non, les avions, c'est pas possible, ça va déclencher une guerre avec la Russie. Et finalement, voilà, on arrive quand même in fine à les envoyer. Alors après, d'un point de vue purement tactique et technique, c'est pas ça qui va faire. Enfin, c'est pas une arme miracle, hein. Tout ce qu'on envoie, ça va pas permettre à l'Ukraine de gagner comme ça du jour au lendemain. Je veux dire, ça fait toujours plaisir, quoi, quand vous êtes dans une position comme l'Ukraine, avec quand même une grande puissance comme la Russie, même si on reviendra là-dessus plus tard, mais ça reste quand même dans une certaine mesure une grande puissance, on va dire. Donc voilà, vous recevez du matériel, des missiles, des avions, bon, vous êtes quand même content. C'est sûr qu'il faudrait des centaines, il faudrait 300, 400, 500 avions pour vraiment faire la différence, mais bon, une dizaine d'avions, ça fait toujours plaisir, quoi. Ça mange pas de pain, ça, je veux dire, vous êtes toujours content d'avoir des F-16, d'avoir des Mirage 2000, etc. C'est toujours mieux que rien, quoi. Mais c'est vrai qu'on a eu vraiment ouais, on nous a fait plusieurs années pour vraiment monter en puissance, et maintenant on parle de débrider, voilà, les missiles, les armes, etc., pour pouvoir frapper en profondeur, pour pouvoir frapper n'importe quelle cible militaire hein, sur le sol russe. Ce qui avant n'était pas le cas. Alors après, il faudra voir comment ça peut escalader, mais voilà, on commence quand même à se réveiller. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment va finir cette guerre. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, hein, c'est pas vraiment une guerre de tranchées, mais presque. On est quand même sur un front qui est relativement stable, on va dire, et sur une armée russe qui grignote hein, petit à petit. Hein, ça avance doucement, mais sûrement, quoi. Mais à coup de grosses pertes. C'est vraiment. En fait, vraiment la force de la Russie, je pense, dans ce combat, c'est le nombre. Hein. Autant on peut envoyer de l'argent, on peut envoyer des munitions, on peut envoyer des chars, on peut augmenter les capacités de production et vraiment voilà, envoyer beaucoup d'armement à l'Ukraine, autant au niveau de la population, c'est plus compliqué. Hein. On a un ratio quasiment de 3, 4 fois plus de population en Russie qu'en Ukraine. Et encore peut-être même plus depuis que voilà, depuis qu'il y a eu des morts, depuis qu'il y a eu une exode, etc. Donc il y a vraiment un rapport de nombre qui est vraiment un avantage de la Russie. Ils peuvent se permettre d'envoyer des centaines de milliers, des millions de personnes à la mort. Et je veux dire, ça leur fera, je dirais pas que ça leur fera ni chaud ni froid, mais ils peuvent se le permettre. Ils ont vraiment cette capacité que l'Ukraine n'a pas. Et voilà, ils grappillent kilomètre par kilomètre. Pour l'instant, ils avancent. Certes, pas très rapidement, mais ils avancent quand même. Et donc, dans ce scénario, l'Ukraine est quand même pas ultra avantagée, quoi. Donc, soit ils arrivent à tenir jusqu'à un effondrement économique de la Russie. Donc, voilà, développement total de la Russie, incapacité à maintenir sa capacité de production, parce que concrètement, l'effondrement économique, le principal objectif, ce serait voilà, de stopper l'argent de la guerre. Hein. Je veux dire, si vous n'avez plus l'argent pour acheter des chars, pour acheter des missiles, etc., bah, vous n'avez plus de missiles, vous n'avez plus de chars, bah, vous perdez, quoi. Après, la Russie va pas perdre en tant que telle. Dans le meilleur des cas, elle se repliera sur ses positions fortifiées. Et voilà, le conflit s'arrêtera là, il sera gelé. De toute façon, elle aura plus de moyens de continuer. Donc ça, c'est le premier scénario, un effondrement économique de la Russie. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. La Russie est quand même sur un fil. Hein. Pour être assez objectif, honnêtement, il résiste bien aux sanctions. Mais le pays, en fait, de par son héritage de l'URSS,
a vraiment cette capacité de résilience, hein. La doctrine de Staline, de l'URSS, c'était vraiment